Nouvelle session d'information, bonsoir et merci de nous suivre. D'ici quelques jours, un gouvernement d'union nationale sera mis en place en République démocratique du Congo. Pour éviter toute surprise, le gouvernement Matata se prépare à la remise et reprise. Le Premier ministre sortant a mis en place certaines mesures, notamment l'interdiction des missions pour les ministres, l'interdiction de recrutement, de nomination et de promotion dans les entreprises et établissements publics. L'Afrique ainsi que d'autres continents sont toujours victimes de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale contre cette impunité, des voix se lèvent pour réclamer justice face aux assassinats de journalistes ici en RDC, mais aussi ailleurs. Cette journée a donc été instaurée par les Nations Unies en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés au nord du Mali le 2 novembre 2013. Et enfin, le peuple ivoirien a dit oui à la nouvelle constitution. Au cours d'un référendum, les Ivoiriens ont voté 93,42% pour et 6,48% contre. Cette victoire écrasante du oui donnera naissance à une troisième république en Côte d'Ivoire. Ce nouveau texte constitutionnel ivoirien rend obligatoire l'école et allège les conditions des candidats à la présidentielle. Mais l'opposition ivoirienne continue à rejeter ce vote et dénonce un trucage de chiffres. Après le Nord-Ubangui où la CENI chute avec l'opération d'enrôlement des électeurs, la centrale électorale se lance dans 12 autres provinces. Nous nous lançons maintenant dans 12 autres provinces qui sont les suivantes. Sud-Ubangui, Mongala, Tchouapa, Équateur, Okatanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud-Kivu, Maniema, Nord-Kivu, ainsi que l'Ituri. Au cours de ce point de presse sur le déroulement du processus électoral, le président Corneille Nangaa a donné les repères du processus qui permettent le lancement de certaines activités. Premier repère, c'est que le 31 juillet, il va falloir que nous terminions l'enrôlement des électeurs. Deuxième repère, c'est qu'au 30 octobre 2017, nous devons convoquer l'électorat. Et la convocation de l'électorat devra coïncider avec l'appel à candidature pour ceux de ces Congolais inscrits sur les listes électorales qui prétendraient être nos dirigeants de demain. Le président de la centrale électorale a aussi éclairé l'opinion sur l'affaire BGFIBank publiée par le journal belge Le Soir. Corneille Nangaa a souligné que le plus important est de savoir que les retraits ou paiements en espèces qui ont eu lieu ont servi réellement aux dépenses liées à la préparation des opérations électorales ou au fonctionnement de la CENI. D'où nécessité à ce niveau d'étayer les différents montants épinglés dans l'article avec des documents probants. Le prochain gouvernement dit d'union nationale étant prêt à être installé, le Premier ministre sortant Matata Ponyo Mapon a pris une série de mesures et demande à toute son équipe ministérielle de se préparer à la remise et reprise. En attendant que cette nouvelle équipe gouvernementale soit installée, il est interdit à tous les ministres du gouvernement Matata de partir en mission. Ils n'ont plus le droit de conclure de nouveaux engagements financiers, des marchés publics et de signer des contrats. Le chef du gouvernement a également interdit les recrutements, les nominations, les promotions et les mouvements du personnel de l'État à tous les niveaux. Le Premier ministre demande à la ministre du portefeuille de respecter ses instructions dans les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Matata Ponyo a fait la même demande au ministre sectoriel. Matata Ponyo a fait la même demande au ministre sectoriel pour ce qui est des établissements publics ainsi que des services publics. Il est de noter que toutes ces mesures prises font partie des préparatifs avancés pour la remise et reprise entre le gouvernement Matata et celui d'union nationale que dirigera un opposant selon l'accord politique du dialogue national et inclusif. Félix Prosper Basse, porte-parole de la MONUSCO, s'est félicité de la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les autres provinces de la République démocratique du Congo. Au cours du point de presse de la MONUSCO ce mercredi 2 novembre, le porte-parole de la mission onusienne a évoqué des activités négatives perpétrées par de braconniers lourdement armés, originaires de la Libye dénommés UDA, contre les populations civiles qui vivent dans la province de Haut-Ouélé et qui ont constitué une source de préoccupation majeure quant à la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Quant aux réfugiés
réfugiés du Soudan du Sud, le Haut Commissariat de réfugiés a commencé leur transfèrement vers Biringui, dans la province de l'Ituri. En marge de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour le crime commis contre le journaliste, Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de la communication des Nations Unies, a demandé aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes peuvent effectuer leur travail de manière indépendante. Elle a aussi exhorté les États à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Elle demande aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans ingérence. Elle exhorte également les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Pour rappel, cette date a été choisie par l'Assemblée générale des Nations Unies en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français de RFI au Mali le 2 novembre 2013. C'est le mardi dernier que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a commencé la délocalisation des réfugiés sud-soudanais de la frontière vers la ville d'Arou dans la province de l'Ituri. Andrea Kirchhoff, porte-parole de cette agence de l'ONU en RDC, souligne que cette opération permettra de mieux assister 40 000 civils et d'améliorer leur sécurité. Pour le porte-parole du HCR cité par la radio Okapi, l'objectif est d'abord d'amener les réfugiés dans les endroits où ils peuvent être autosuffisants, d'où jusque-là, 3 sites ont été déjà identifiés. Un site à Birindi dans le territoire d'Arou servira aussi de logement pour les réfugiés. Pour des raisons sécuritaires, Andrea Kirchhoff précise que des militaires congolais seront déployés tout près du site de Birindi où seront les réfugiés. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ensemble avec le commissaire national des réfugiés, réalise cette action à la suite d'une décision du gouvernement congolais. Cependant, le long de la frontière avec le Soudan du Sud, le besoin humanitaire se montre évident, notamment dans la province de l'Ituri où sont accueillis les réfugiés. On peut constater que les réfugiés sont plus nombreux que la population locale, a déclaré Andrea Kirchhoff. Les Nations Unies célèbrent la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes ce 2 novembre. Une adoption de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 68e session en 2013. Cette résolution exhorte les États membres à prendre des mesures précises pour combattre la culture actuelle d'impunité. Cette date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français de la RFI à Kidal, dans le nord du Mali, le 2 novembre 2013. Il y a donc 3 ans que Ghislain Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à Kidal alors qu'ils couvraient la tenue des élections législatives. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre les journalistes et travailleurs de médias. Elle exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence, traduire en justice les auteurs de crimes commis contre des journalistes et des travailleurs des médias et veiller à ce que les victimes disposent de recours appropriés. Elle demande en outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes puissent effectuer leur travail de manière indépendante et sans ingérence indue. Depuis l'assassinat de Ghislain Dupont et Claude Verlon au Mali, l'enquête ne progresse que très lentement. Le double assassinat a rapidement été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aucun responsable n'a pu être capturé et les circonstances de leurs enlèvements puis de leur assassinat demeurent très floues. L'association des amis de Ghislain Dupont et Claude Verlon dénonce un silence d'État. Ils ne croient plus aux promesses des autorités françaises qui ont toujours assuré qu'elles mettaient tout en œuvre pour punir les assassins et connaître la vérité sur leur motivation. Pour l'association, si l'enquête judiciaire n'avance pas, c'est parce que l'Élysée et la défense en savent beaucoup plus qu'ils n'en disent. L'État sait qu'il les a tués, mais ne veut pas le dire. Voilà ce qu'affirment dans un communiqué les amis de Ghislain Dupont et Claude Verlon. Il y a aussi cette confidence de François Hollande à 2 journalistes du Monde, révélée dans un livre paru en octobre. On y apprend que le 7 novembre 2013, 4 jours seulement après le drame, le chef de l'État français a déclaré que l'otage Serge Lazarevic, enlevé en novembre 2011 dans le nord du Mali, puis libéré en décembre 2014, était sans doute détenu par ceux qui ont tué les 2 journalistes de la RFI. Dans ces conditions,
Pourquoi les autorités françaises ont-elles toujours nié un quelconque rapport entre le drame de Kidal et les négociations liées aux otages français détenus au Sahel? Les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon s'interrogent et voudraient aujourd'hui que cette piste soit explorée, sans oublier que les derniers otages d'Arlit ont été libérés 4 jours seulement avant le drame de Kidal. La France n'est donc pas le seul pays se trouvant dans ce cas. La République démocratique du Congo souffre également de l'assassinat de ses chevaliers de la plume et du micro. On peut citer Franck Ngiki assassiné à son domicile avec son épouse à Kinshasa, Bapou Amwamba tué par balle en 2006 à Kinshasa, Mutombo Kailou poignardé près de Lubumbashi en 2006, Patrick Kikuku tué à Goma en 2007, Passion Chebeya Bankome abattu à Beni en 2010, Kambale Moussonia assassiné à Kirumba dans le Nord Kivu en 2011, Guilain Chanjoro en Ituri en 2013, Kennedy Germain Mumbere à Beni en 2014. Jusqu'à ces jours, la lumière n'a pas été faite dans ces assassinats des journalistes congolais et les familles des victimes vivent avec ce fardeau. Une situation qui fera retrouver certainement la paix qu'après l'issue des enquêtes dont certaines n'ont même pas été ouvertes. Après plusieurs violences meurtrières causées par des manifestants lors de rencontres publiques, notamment celle du mois de septembre dernier dans la ville-province de Kinshasa, le vice-gouverneur de Kinshasa, Clément Bafiba, a réaffirmé dans un communiqué rendu public lundi le maintien de l'exécutif provincial de la mesure de suspension de rencontres publiques à caractère politique. Il a rappelé à l'opinion que cette décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute manifestation publique sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa reste d'application. Elle a comme objectif principal la garantie de conditions de tranquillité et de sérénité nécessaires à la vie de la communauté, la tolérance, la consolidation de valeurs citoyennes et démocratiques. Les vice-gouverneurs de Kinshasa, Clément Bafiba, indiquent que tout rassemblement ou réunion politique est strictement interdit, étant donné que les organisateurs ne sont pas à mesure de contenir tout le débordement de ces manifestations sur la place publique. Ainsi, l'autorité urbaine souligne que cette décision est applicable à l'égard de tous les partis et regroupements politiques pour le bien-être de Kinois et Kinoises. Après quelques jours d'attente de résultats du référendum organisé en Côte d'Ivoire le dimanche 30 octobre dernier, c'est le mardi 1er novembre dans la soirée que le peuple ivoirien a pris connaissance des résultats de vote publiés par la Commission électorale indépendante. La nouvelle constitution qui donnera naissance à la Troisième République de la Côte d'Ivoire a été adoptée lors du référendum à 93,42% de suffrages exprimés, malgré l'appel au boycott du scrutin lancé par l'opposition. Sur 42,42% de taux général de participation, les Ivoiriens ont voté à 93,42%, soit 2,48 millions de voix pour le oui, contre 6,58%, soit 174 714 000 voix pour le non. Ici est de rappeler que ce nouveau texte constitutionnel prévoit la création d'un poste de vice-président du Sénat. Les textes rend également l'école obligatoire pour tous et assouplit les règles d'éligibilité du candidat à la présidentielle. De son côté, l'opposition continue à rejeter ce vote et toutes les positions irrélatives, dénonçant ainsi le trucage de chiffres. Après ces premiers chiffres donnés par la Commission électorale indépendante ivoirienne, il faut à présent que le Conseil constitutionnel valide ce résultat. Le gouvernement rwandais accuse 22 officiers français d'avoir participé au génocide de 1994 à Kigali. Cette annonce a été faite dans un communiqué de la Commission rwandaise de lutte contre le génocide. Tout a commencé en début du mois d'octobre lorsqu'un juge français a réouvert une enquête afin d'entendre le témoignage du général Faustin Kinyumba Nyamwasa, un ancien chef d'état-major rwandais. Ce général accuse le président actuel du Rwanda, Paul Kagame, et 7 de ses proches d'avoir été les instigateurs de l'attentat contre son prédécesseur, Juvenal Habyarimana. Le président rwandais a haussé le ton contre Paris suite à la réouverture de cette enquête sur la mort de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. Paul Kagame a qualifié ce comportement d'ingérence dans le système judiciaire rwandais et a rappelé que c'est la France qui devait être sur le banc des accusés. Les relations diplomatiques entre Rwanda et France demeurent tendues au sujet de la responsabilité du génocide de 1994. Pour rappel, ces deux pays sont arrivés à suspendre leurs relations diplomatiques entre 2006 et 2009 et Paul Kagame n'hésitera pas de refaire l'appareil. Un rapport du général
à la retraite, Patrick Kamert, sur les casques bleus lors de violences du juillet dernier à Juba, au Soudan du Sud, a été remis ce mardi à l'ONU. Dans ce rapport, il est révélé que des soldats gouvernementaux et de l'opposition s'en étaient pris à des sites de protection de civils et à un hôtel abritant des humanitaires et des personnes onusiennes. 20 civils avaient trouvé la mort et 2 casques bleus avaient été tués. Ce rapport de 16 pages est absolument dévastateur sur l'attitude des casques bleus de la MINUS entre le 8 et le 25 juillet dernier lors de l'affrontement violent entre les partisans du président Salva Kiir et son rival Riek Machar à Juba. Selon ce rapport, les casques bleus de la MINUS ont battu, pillé et violé des civils qui, malgré leurs demandes répétées, se sont vus refuser l'aide des casques bleus. Alors que l'ONU craignait ces actes de violence, le rapport note un manque de préparation, une réponse inefficace et chaotique, des ordres contradictoires et des bataillons qui ont abandonné leur poste, laissant les civils affronter seuls leurs agresseurs. Avec la publication de ce rapport mardi dernier, le commandant de la force de la MINUS, le lieutenant-général Ondieki, d'origine kenyane, s'est fait limoger de son poste par Ban Ki-moon. Cette mission de l'ONU au Soudan du Sud a perdu tout crédit et elle va devoir maintenant se restructurer avec l'arrivée d'un nouveau commandant et le départ fin novembre de la représentante spéciale du secrétaire général qui a donné sa démission. Quant au futur de la MINUS, il serait étonnant que le Conseil de sécurité annonce son retrait du Soudan du Sud. À 2 mois d'un changement d'administration à la tête de l'ONU, il est fort probable que ce dossier sensible soit laissé au prochain secrétaire général Antonio Guterres qui prendra fonction le 1er janvier 2017. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres qui ont constitué ce journal. D'ici quelques jours, un gouvernement d'union nationale sera mis en place en République démocratique du Congo. Pour éviter toute surprise, le gouvernement Matata se prépare à la remise et reprise. Le Premier ministre sortant a mis en place certaines mesures, notamment l'interdiction des missions pour les ministres, l'interdiction de recrutement, de nomination et de promotion dans les entreprises et établissements publics. L'Afrique ainsi que d'autres continents sont toujours victimes de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale contre cette impunité, des voix se lèvent pour réclamer justice face aux assassinats des journalistes ici en RDC, mais aussi ailleurs. Cette journée a donc été instaurée par les Nations Unies en mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés au nord du Mali le 2 novembre 2013. Et enfin, le peuple ivoirien a dit oui à la nouvelle constitution. Au cours d'un référendum, les Ivoiriens ont voté 93,42% pour et 6,48% contre. Cette victoire écrasante du oui donnera naissance à une 3e république en Côte d'Ivoire. Ce nouveau texte constitutionnel ivoirien rend obligatoire l'école et allège les conditions des candidats à la présidentielle. Mais l'opposition ivoirienne continue à rejeter ce vote et dénonce un trucage de chiffres. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV.